Et bonsoir, bienvenue en ce mercredi 15 mars, il est 20h30, bienvenue dans le Grand News. Dans l'actualité ce soir, on va parler à l'international, puisqu'en Allemagne, où la campagne présidentielle française est suivie de très près par nous, les journalistes français, la mise en examen, vous le savez, du candidat François Fillon, qui a été annoncé quasiment en temps réel sur les grandes chaînes de télé d'infos. Les commentaires ont en revanche été rares et exceptionnelles, comme celle du quotidien économique Handelsblatt, qui voit le signe de la faiblesse de François Fillon et de la désintégration des Républicains en France. Les élections législatives qui se déroulent cette fois-ci aux Pays-Bas en ce mercredi. Sachez que les bureaux de vote ont été ouverts dès ce matin à 7h30. Les Néerlandais qui semblent bien nombreux à se rendre aux urnes, ils sont 12,9 millions d'électeurs tout de même. Les deux formations en tête des sondages sont le Parti pour la liberté, l'extrême droite aux Pays-Bas de Geert Wilders, et le Parti populaire libéral et démocrate, le centre droit du Premier ministre Mark Rutte. L'ancien membre de la brigade des stupéfiants se serait servi de ses proches et de ses amis pour dissimuler les 52 kilos de cocaïne dérobés il y a 3 ans, c'était il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et ce membre-là, vous vous en rappelez sûrement de son nom, puisqu'il s'appelle Jonathan Guyot et c'est l'ex-policier au 36 quai des Orfèvres. On parle tout de suite de cinéma, puisque The Lost City of Z est un film d'aventure au premier degré, bien sûr, et c'est une histoire vraie. C'est notre film à retordre de ce mercredi soir, regardez, avec Josefa Lopez. A land of primitives, but there are rubber plantations all over Amazonia. Very profitable. The Lost City of Z raconte l'histoire vraie de Percival Harrison Fawcett, un des plus grands explorateurs du XXe siècle. En mission entre le Brésil et la Bolivie, le colonel britannique découvre les traces de ce qu'il pense être une cité perdue et ancienne. En situant une partie de l'action outre-Manche au début du XXe siècle, le film de James Gray témoigne une nouvelle fois de la fascination du cinéma américain pour l'aristocratie britannique de l'époque. Il y a cette idée pour les Américains de se cacher un peu derrière l'histoire britannique pour montrer un peuple conquérant le monde. Il me semble que dans le cinéma hollywoodien, et spécialement dans le versant cinéma d'aventure, il y a une coloration très britannique, avec en plus une propension à faire appel à des acteurs britanniques. Ce qui est intéressant dans ce que fait James Gray de la partie anglaise du film, c'est de montrer la sclérose de cette société. Le fait qu'il n'y ait aucune perspective de mobilité au sein de cet espace. Et à quel point la famille du personnage principal peut y être elle-même piégée, arrêtée, programmée à un destin qui est presque prévu d'avance. Avec The Lost City of Z, le réalisateur nous propose un film d'aventure dans un ton bien différent de celui donné par le grand classique du genre, Indiana Jones. Contrairement à la série de films de Steven Spielberg, James Gray traite l'aventure au premier degré. Alors le film ne répond pas tellement, je dirais, au canon du film d'exploration. Il est plutôt dans un sérieux historique, une crédibilité, je dirais, assez immédiate. Il me semble que ça ne marche pas parce que pour y parvenir, il faudrait sans doute, me semble-t-il, prendre plus en compte la réalité de l'époque dans laquelle ce film est situé. C'est-à-dire qu'on a d'un côté cet ensemble de figures imposées de la vie d'un petit aristocrate anglais, militaire, puis explorateur, qui se heurte aux contraintes sociales, et de l'autre côté, cette jungle qui est montrée
comme un royaume fantastique, mais qui n'a pas d'existence matérielle. Pour retrouver cette pureté, il me semble qu'il aurait fallu passer par une analyse plus juste, plus moderne de ce que c'était que l'exploration, qui était quand même une volonté d'assujettissement du monde à la vision d'un groupe de gens qui se trouvaient être les pays occidentaux. Ain't nobody comes back from up there. James Gray a réalisé The Lost City of Z en 35 mm comme tous ses films. Un choix délicat pour tourner en pleine jungle car les pellicules devaient être envoyées par avion à plusieurs milliers de kilomètres pour être développées et elles ne pouvaient être visionnées qu'une semaine plus tard. I call it set. It is there. And we must find it. De Marine Le Pen, présidente du Front National et candidat à la présidence de la République, à Jean-Luc Mélenchon de l'extrême droite, les multiples sens du mot laïcité revient souvent. C'est Cécile Aldoua d'ailleurs qui nous explique ce que ce mot désigne réellement pour les journalistes. Regardez. De droite comme de gauche, pour une fois, ils sont tous d'accord. Benoît Hamon, François Fillon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, tous veulent la protéger. La laïcité. 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 La laïcité. Une récente étude du Cevipof Le Monde a interrogé 18 000 Français. Parmi les questions, il y avait celle-ci. Qu'est-ce que le mot laïcité vous évoque? Et les réponses arrivées en premier sont difficile, complexe ou bien je ne sais pas. Présente partout dans les débats politiques, la laïcité n'en reste donc pas moins vague. Alors pourquoi? Commençons par un petit retour en arrière. Le 9 décembre 1905, la loi concernant la séparation des églises et de l'État est adoptée. À l'origine du texte, Aristide Briand, un député républicain socialiste. Son objectif, permettre à tout croyant et non-croyant de vivre ensemble. Mais presque 100 ans plus tard, un autre texte change la donne. C'est la loi sur les signes religieux dans les écoles publiques françaises en 2004. On y lit ceci. Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. C'est un changement majeur. La laïcité se définit désormais négativement. Ce n'est plus une liberté positive, permettre à tout le monde d'exercer son culte, mais une liberté restrictive, interdire l'expression d'une appartenance religieuse dans certains lieux. Et c'est parce qu'il y a eu ce changement de perception que le mot laïcité se retrouve aujourd'hui dans toutes les bouches. Commençons par le Front National. Je suis laïque, je suis pour la défense de la France laïque. Profitant de cette nouvelle vision restrictive de la laïcité, le parti frontiste décale son champ d'application vers l'islam et l'oppose à une religion légitime, le catholicisme. C'est le Front National qui a été le fer de lance de ce combat culturel sur la laïcité. C'est un parti qui a stigmatisé autrefois les francs-maçons, les juifs, les protestants. Donc il y a une vision extrêmement restrictive de la spiritualité légitime. Dans le même discours, parfois de même paragraphe, elle va dire les valeurs de la France, c'est l'égalité, la liberté, la laïcité, et nous sommes une civilisation chrétienne. Et Marine Le Pen veut même aller plus loin. Je suis pour que la loi de 2004 soit élargie à l'ensemble de l'espace public. La laïcité, telle qu'elle est définie par la loi aujourd'hui, c'est la laïcité des services publics et notamment de l'école, mais les services publics ne sont pas l'espace public. Or, Marine Le Pen, ce qu'elle défend, c'est une vision de la laïcité où on ne peut pas prendre le bus ou aller à l'école ou aller au travail avec tout signe religieux. Du côté des Républicains, François Fillon profite lui aussi de cette nouvelle définition de la laïcité. Marchant dans les pas de Nicolas Sarkozy, l'instituteur ne pourra jamais remplacer le pasteur ou le curé. Il associe lui aussi chrétienté et laïcité. Cessons donc de faire croire qu'il faut durcir les règles de la laïcité alors que seule la poussée intégriste qui enflamme le monde musulman est une menace pour notre société. Donc finalement, François Fillon a en fait une laïcité encore plus spécialisée parce qu'il est très clair là-dessus, très honnête, en disant la laïcité, il faut la renforcer pour l'islam. Finalement, ça pose un problème juridique parce qu'on ne peut pas faire une législation que pour une seule religion, mais
Dans ses discours et dans ses blogs, il est très clair. L'islam n'a pas fait son travail d'adaptation au cadre démocratique. C'est pourquoi je veux imposer aux musulmans de France les règles communes qu'ont acceptées souvent après de longs combats les chrétiens et les juifs. Ce nouvel usage de la laïcité explique aussi les débats au sein même de la gauche. D'un côté, les partisans d'une laïcité restrictive version 2004, de l'autre, ceux qui se réclament de la loi de 1905. Et ce clivage s'est particulièrement vu pendant les primaires. D'un côté, Manuel Valls, par exemple. J'ai voté les lois de 2004 sur l'interdiction des signes religieux à l'école. J'ai voté la loi sur l'interdiction du voile intégral dans l'espace public. Nous étions peu nombreux. De l'autre, Benoît Hamon. La loi de 1905, toute la loi de 1905, rien que la loi de 1905. Ou encore Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Chacun est libre et doit être libre partout, de croire ou de ne pas croire. La religion chez elle, l'État chez lui. Voilà, il n'y aurait pas de règle plus simple que ça. La polémique sur le burkini de l'été 2016 est l'exemple parfait de cette opposition. Fallait-il l'interdire ou au contraire l'autoriser? Dans les deux cas, cela pouvait se faire au nom de la laïcité. Voilà, c'est la fin de ce grand news. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite de votre programmation sur News TV. La prochaine rediffusion, c'est tout à l'heure à 23h pile. Moi, je vous retrouve demain, jeudi 16 mars 2017 à 20h20 dans le Grand News. Je vous souhaite un très bon mercredi soir. À demain.